Alors, pendant ma conf, en fait, j'ai parlé de différents aspects de la recherche avec les primates, et à travers 3 études différentes. Et j'ai commencé d'abord par une petite introduction, en fait, sur l'expérimentation animale, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Et j'ai voulu rappeler déjà que les primates non humains, ils ne représentent en fait que 0,06% des animaux qui sont utilisés dans la recherche. Donc, même si la recherche sur le singe, ça fait toujours un peu peur, finalement, elle n'est pas tant réalisée que ça en France et en Europe, de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la conférence ? J'ai trouvé ça vachement sympa, très intéressant. Je connaissais pas du tout, en fait, c'est la première fois que je venais à Incognu, mais ça m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qui t'a plu exactement sur cette conférence ? J'ai aimé le fait que je sois pas du tout spécialiste du domaine et qu'elle a réussi à me faire comprendre plein de choses. Et elle était vraiment très passionnante et elle a su vraiment bien présenter les choses. Donc j'ai aussi rappelé quelques règles de l'expérimentation animale. Quand on travaille avec des animaux, on ne fait pas ce qu'on veut. Et il faut respecter un certain nombre de règles qui sont au niveau européen plutôt, pour le bien-être animal et pour limiter au maximum les souffrances à la fois physiques et mentales ou psychologiques que peuvent ressentir les animaux lors des expérimentations. Et par exemple, si on parle des primates, on sait que la plupart des primates sont des animaux sociaux qui ont besoin de contact avec leurs congénères. Et donc, enfermer un animal, l'isoler de ses congénères, c'est considéré comme de la torture en fait. Et du coup, quand on travaille avec des singes, il faut pouvoir les héberger en groupe. Et si on a besoin d'en isoler un, il faut que ce soit justifié d'un point de vue scientifique et qu'il n'y ait pas d'autre manière de le faire en fait. T'as appris des choses nouvelles, des choses que tu connaissais pas ? Oui, parce que je connaissais pas du tout la recherche sur les primates, ni même sur les animaux en général. Et j'ai appris du coup qu'en France, même en Europe, il n'y avait aucune recherche sur les grands singes. C'était que sur les petits singes, du coup. Et que c'était qu'il y avait des règles à respecter qui sont assez strictes quand même pour éviter les abus qu'on connaît sur les animaux. Donc après, j'ai parlé de 3 études, soit que j'ai réalisées moi-même, soit auxquelles j'ai collaboré. Donc 2 études avec le microcèbe, c'est un petit lémurien de Madagascar, c'est le plus petit primate au monde, ça fait la taille d'une souris, et une étude sur le macaque. Donc sur le microcèbe, il y avait une étude de terrain qui se déroulait vraiment à Madagascar, avec des animaux sauvages, et une étude en captivité. Et donc ces 2 études avec le microcèbe étudiaient des comportements spontanés de l'animal. Donc on le mettait dans un dispositif expérimental, mais il n'avait pas de tâches précises à réaliser. On observait dans un cas les comportements de marquage urinaire, parce que ce sont des animaux qui marquent leur territoire par l'urine, et de reconnaissance en fait d'échantillons d'urine. Dans l'autre cas, on regardait les stratégies de reproduction de l'espèce. Et avec ces 2 études de comportement spontané, une sur le terrain et une en captivité, on pouvait voir les différents avantages et inconvénients des différentes méthodologies. Savoir que sur le terrain, on a beaucoup de biais environnementaux par exemple, on est soumis à la météo, on est soumis à beaucoup de choses, donc peu de contrôle. En captivité par contre, on a un contrôle bien plus important, mais c'est peut-être moins représentatif de ce qui se passe vraiment dans la nature, donc dans quelle mesure on peut généraliser vraiment nos résultats. Et surtout, des études comme ça de comportement spontané, c'est des études d'écologie comportementale en fait. Donc on cherche à connaître mieux notre espèce, principalement, et pour la protéger aussi, parce que c'est des études en danger, des espèces qui sont en danger. Et ces 2 types d'études en fait sont difficilement comprises parfois par le grand public. C'est à quoi ça sert ? La question de l'utilité n'est pas évidente. Et du coup, ça pose aussi des problèmes en termes de financement. C'est un peu le nerf de la guerre dans la recherche. Donc, trouver de l'argent pour réaliser ce genre d'études. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, qui t'ont surprise un peu dans ce qui a été dit ce soir ? Oui, l'anatomie du petit singe, ça m'a surpris, effectivement. Tu peux développer un peu ? Fais exprès de me poser la question. La dernière étude que j'avais présentée sur le macaque, là c'est une étude réalisée en labo, où on observe un comportement appris, donc l'animal il doit réaliser un petit exercice sur l'ordinateur, où il doit reconnaître des images. Et là, c'est une étude, c'est assez facile de voir l'utilité, puisqu'on peut comparer directement avec les performances de l'homme, on peut faire le même exercice chez l'homme, etc.
Donc on voit assez vite la finalité de l'étude. Par contre, c'est plus controversé d'un point de vue éthique et aussi d'un point de vue écologique. Est-ce que l'animal il a besoin de faire cet exercice? Dans quelle mesure on peut généraliser à l'homme, etc. Donc ça pose aussi des questions. Donc c'était un petit peu montrer différents aspects de la recherche sur le primate au niveau comportemental. Et donc le but dans mon exposé, c'était pas forcément de présenter l'expérimentation animale sur primate comme un monde de bisounours, parce que c'est pas le cas, mais c'était quand même de nuancer un petit peu l'image caricaturale qu'on a de la recherche, de l'expérimentation animale. Non, les chercheurs qui utilisent des animaux ne sont pas tous des barbares, sanguinaires, etc. On est soumis à des règles, on fait attention au bien-être des animaux qu'on utilise. Et dans un monde idéal, bien sûr qu'il n'y aura plus besoin de recherche sur l'animal, qu'on aura d'autres modèles que les animaux. Mais actuellement, je pense qu'on ne peut pas s'en passer, pas encore, mais ça doit nous motiver aussi à chercher des techniques alternatives et à mener des recherches dans ce sens. Comment se passer de l'animal dans nos laboratoires? Maintenant, tant qu'on ne peut pas s'en passer, il faut qu'on fasse très attention au bien-être et à respecter la vie animale aussi. Plus la race l'espèce exactement, mais en fait elles peuvent donc avoir des relations sexuelles qu'une fois dans leur cycle, j'imagine, et que en fait elles n'ont pas de vagin. Voilà. Le vagin est fermé pendant un temps et juste 3 jours avant la période où ils vont pouvoir copuler, le vagin s'ouvre. En fait, il y a une fente qui s'ouvre. Et c'est un peu la même chose pour le mâle qui, d'un coup aussi, fait apparaître ses organes génitaux. Voilà. Donc ça, c'était assez drôle. Je vais prendre le match. Elle a fait exprès de me poser la question. C'est la version interdite aux moins de 16 ans. N'empêche que c'était le truc le plus marquant de la conf.